Des livres et des libraires, c'est le coup de cœur des libraires avec Lydie Zanini. Bonjour Lydie, merci d'être là encore cette semaine. Vous êtes libraire à Bourg-en-Bresse et c'est la librairie du théâtre. Et Gérard Collard, merci d'être là pour la 12e année consécutive. Et vous êtes libraire à Saint-Maur et c'est la Griffe Noire. Alors un coup de cœur que je partage avec vous Lydie, c'est La Servante de Dieu de Jean-Louis Fournier aux éditions Stock. Alors, peut-être Jean-Louis Fournier rappelait que c'était un comparse de Pierre Desproges. Il a raconté qu'il a eu un immense succès avec ce livre Où on va papa, dans lequel il racontait la vie de ses deux fils handicapés mentaux moteurs qui sont morts depuis. Et puis Jean-Louis Fournier, il raconte aussi la mort de sa femme. Il a beaucoup de malheurs dans sa vie. Et puis donc il avait il a la totale. Et il avait deux fils et puis il a une fille également qu'il a toujours. Et ce livre en fait c'est une lettre à sa fille. Je vous laisse continuer. Une lettre d'amour qui est amoureuse de Dieu, si je puis dire, puisqu'elle rentre pas dans les ordres, mais tout comme elle est gouroutisée en gros par un type. Ah oui, exactement. Enfin, c'est plus la religion, c'est une secte en quelque sorte. Alors il lui adresse un genre de lettre d'amour, comme quoi c'est sa fille, il l'adore. Mais le gros problème, c'est que sa fille, ne cherche pas à retourner voir son père, ne cherche pas à avoir son argent ni rien du tout, quoique par moments on a des doutes. Mais ce qu'il y a, c'est que en même temps, on sent qu'il a envie de retourner vers sa fille. En même temps, et tout ce qu'il lui balance dans les dents, c'est pas forcément très très drôle. Mais on ne peut que se dire que Fournier, avec tout ce qu'il a eu comme soucis dans sa vie, comme malheur, mais là, il a encore ça en plus. Et avec toujours beaucoup d'humour, c'est ça. Oui, toujours. Là, une causticité pas possible. Une causticité incroyable. Ironique. Et c'est très ironique. Et effectivement, à la fois, c'est une sorte de supplique à sa fille en lui disant mais en même temps, il l'aime. C'est toute la famille qui y passe, on dirait vraiment toute la famille. Et alors, fait nouveau quand même, parce que moi, je l'ai lu au début de l'été. Alors, il y a une nouvelle édition avec la réponse de la fille, alors qui a menacé apparemment de faire un procès. Je crois qu'elle l'a fait, qu'elle a gagné. Et donc, il y a ce droit de réponse, en quelque sorte, de la fille qui répond à son père. Et c'est vrai que dans l'édition, ça va devenir un phénomène plutôt inquiétant pour les éditeurs. Il y avait eu l'histoire de Grégoire Delacour avec Scarlett Johansson dans La première chose qu'on regarde. C'est vrai que c'est plutôt inquiétant. C'est un problème de société en général, parce que maintenant, on ne peut plus rien dire puisque vous êtes menacé, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, par un procès. Donc, c'est un des problèmes de notre société contemporaine. Donc, tout le monde dit la même chose, personne ne dit ce qu'il pense et tout le monde est dans le conformisme le plus total. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de s'approprier la vie des autres, de raconter des... Dès l'instant, c'est un roman. Oui. C'est un roman. En tout cas, c'est un livre... C'est un livre drôle, c'est un livre agréable à lire. Oui, émouvant. Émouvant parce qu'on également. Sent la détresse de ce père face à cette fille qui lui a échappé, qui est devenue... on se demande d'ailleurs, il est dans un Ayam pour Lonesome Cowboy, là, parce qu'il a l'air d'être vraiment très très seul maintenant, sans femme, sans enfant, sans sa fille. C'est un petit livre qui est très bien, que j'ai beaucoup aimé aussi. Gérard, de quoi parle-t-on ? Moi, il y a des livres qui ont des histoires, vous savez, c'est symptomatique. Ça s'appelle Dans la maison de l'autre de Ridian Brooke chez Fleuve Noir. Je l'avais emporté avec moi cet été. On était plusieurs. J'ai commencé à lire et le bouquin a disparu. Je l'ai récupéré, c'est quelqu'un qui avait commencé, je vais pour le reprendre, et là on me le repique. Et ce bouquin, pendant 15 jours, ça a été la chasse à ce bouquin, parce que tout le monde se battait pour ils l'ont commencé, tout le monde voulait la suite, la fin. J'ai mis exactement 4 semaines à lire la fin, les enfants, et je vous dis pas l'état du bouquin, c'est-à-dire que, alors hommes, femmes, tout le monde, c'était vraiment, c'est symptomatique ça, quand on vous le pique. Et ça fait plaisir à Fleuve Noir. Ah oui, non, mais c'est quand même extraordinaire. Alors, et en plus, j'adore ce genre de bouquin, c'est-à-dire c'est le genre bouquin de détente. La couverture est assez sympa, élégante et tout. Belle. On est vraiment, et puis c'est une époque que je connaissais pas du tout. On est là à 45, Berlin. Vous connaissez un peu quand même, Gérard. Non, vous ne connaissez pas Berlin 45. 2 semaines après c'est les premières semaines après la victoire à Berlin. C'est-à-dire qu'on connaît longtemps après, 1 an ou 1 an avant, mais pas ces 3 semaines. Et là, alors c'est l'histoire d'un couple. Alors lui, il est soldat, il est affecté à Berlin parce que lui, il est affecté à une sorte de réunion entre les Allemands et les Alliés. Il va falloir qu'on se reparle. Et puis il a une femme. Le problème, c'est que cette femme, il ne l'a pas vue depuis 2 ans et qu'elle est anglaise et son fils a été tué dans un bombardement. Elle va revenir à Berlin et là, on lui affecte dans une grande maison avec un type riche cette femme ne peut pas voir cet Allemand qui rend responsable de la mort de et c'est la confrontation de ces deux. Et alors, c'est aussi Berlin
dans les ruines. Pas vos phrases, mais, non, mais c'est ça. Habituel. Mais en gros, la femme est obligée de cohabiter avec les Allemands. Et qu'elle rend responsable vraiment de. Elle voilà. Mais cet Allemand lui-même a perdu sa femme dans la guerre. Il a une fille, et cette fille est encore pro-nazie, c'est-à-dire qu'elle en veut un maximum à ses Anglais. Et on voit ce que. On n'imaginait pas ce que c'était, c'est-à-dire que c'est les ruines, mais ces gens sont affectés pour chercher les cadavres dans les ruines, ils n'ont pas à manger. Et puis il y a ce truc, c'est-à-dire est-ce qu'on peut devenir amoureux de son ennemi ? C'est-à-dire que cette femme est fascinée par ce type qui sait jouer du piano, qui est intelligent, qui aime la musique contemporaine. Son mari est amoureuse de cette femme, mais il sent qu'elle lui échappe. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire j'ai trouvé ça, mais franchement... Très bien. Vous l'avez lu, Lydie ? Non, je n'ai pas lu, mais il me donne envie. Oui, moi aussi, j'ai envie. Très belle saga, les enfants. Le tennis est un sport romantique d'Arnaud Friedman chez Lattès. Alors, j'ai lu que ce livre devait s'appeler Le fils de John McEnroe. Et puis, devant la peur d'un procès, on a changé le titre. Moi, j'ai eu du mal. Donc, je recommencerai puisque vous l'avez aimé. Moi, j'ai trouvé que c'était très agréable parce que c'est la vie d'un petit garçon, en fait, qui va être privé d'une maman, la maman est un peu défaillante, oui, on peut dire ça. Et en plus de ça, le jour où il regarde un match de tennis lors de la finale, je crois que c'était en 84, si je me rappelle bien, oui, avec Lendl McEnroe, il est pour le monsieur gentil qui est Lendl, puis au bout d'un moment, sa mère va lui assonner, finalement, t'aimes le gentil, mais c'est le McEnroe qui est ton père. Le gosse, il prend ça comme une douche, mais d'un autre côté, bon, oui, vrai, pas vrai. Et elle ne va pas lui expliquer grand-chose de plus, là. Elle va le laisser grandir. Le gamin se passionne pour le tennis. Il fantasme là-dessus, en fait. Il se met à collectionner tout ce qui concerne McEnroe. Il va acheter des vieilles revues pour voir son père. Il va être inscrit dans le club de Besançon, qui est le tennis club de Besançon le plus magnifique et le plus performant. Et ce gamin va grandir, mais en se disant « je suis le fils de McEnroe », sans être sûr, tout en étant sûr, il ne sait pas bien. Sa grand-mère et les grands-parents s'en occupent, les voisins aussi s'en occupent, les parents des petits copains de classe aussi, parce que la mère est vraiment, c'est le mot, défaillante. Complètement entre ce qu'elle peut avaler et ce qu'elle peut boire. Et on va comprendre, parce qu'on va faire un retour en arrière, qu'elle était à un moment donné fille au père en Amérique et qu'elle a rencontré McEnroe. Et elle est tombée. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Ah ben là, l'histoire ne le dit pas, mais on le saura à la fin. Ce qui est bien, c'est qu'elle est tombée en amour de McEnroe et de cette image. Bon, elle va aller squatter son hôtel pour le rencontrer, et là, il va se passer quelque chose. Vraiment, mais bon. Il revisite aussi les années 80. Bien sûr, c'est vrai que les amateurs de tennis seront ravis parce qu'ils revisitent tous les matchs de tennis de McEnroe. Alors, ça n'est pas son premier roman, c'est son premier chez Lattès. Avant, il était publié aux éditions de La Boucle, qui est un petit éditeur de la région de Franche-Comté. Mais je trouve que pour un roman de rentrée littéraire, il fallait le faire. Mais c'est un bon roman, je dirais, détente, et avec lequel on se sent bien. Sincèrement, on se sent bien. Ça fait un peu aimer le tennis quand même. Parce qu'au début, moi, c'est un petit peu ce qui m'a rebuté. Parce que revoir les matchs. Oui, mais moi, je suis passée outre, et après, je suis passée avec plus la mère et le gamin. Vous pouvez remplacer le type qui, si vous aimez le foot, Ribéry à la place de McEnroe, et puis quand il parle de. Vous imaginez le foot. Ça peut. J'adore le foot. Gérard. Non, juste un hommage, parce que je trouve que, Jean d'Ormesson, un jour, je m'en irai sans avoir tout dit, chez Robert Laffont. C'est un livre qui m'a beaucoup touché, parce que on a l'impression que c'est son dernier, c'est-à-dire qu'il parle vraiment comme si c'était son testament. Je trouve, brillant. Alors, je suis pas un fanat de d'Ormesson romancier, c'est clair, mais il y a deux bouquins qui m'ont beaucoup touché chez lui, c'est quand il parlait de littérature, quand il parlait de la littérature du 18e et tout. Et dans celui-là, je trouve que c'est une très, très belle réflexion sur notre époque. En plus, il revisite en fait ses grands thèmes. Il parle de la littérature, de la il parle par exemple de sa jeunesse, mais sans nostalgie. C'est-à-dire que on voit que il a vécu plein de mondes différents, des mondes qui n'existent pas, mais il a plein de choses sur par exemple sur les modernes. Quand il dit tout le monde veut être moderne maintenant, c'est-à-dire que pour être moderne maintenant, il faut être rebelle. Il faut avoir de l'argent et du pouvoir. C'est un peu Canal+, vous voyez, le grand journal, c'est un peu ça, quoi. Les bobos, c'est un peu aussi ça. Il parle de la vitesse, parce que quand il parle de sa jeunesse, on se dit, mais ça allait lentement, et nous, on est comme des fous, et on est comme des écureuils, et on ne peut pas sortir du système. C'est magnifique. Il y a une histoire sur la religion, qui est en fait une histoire de notre civilisation depuis le début. Moi, je ne suis pas Dieu. Non, vous n'êtes pas Dieu. Non, c'est clair. Encore que. Enfin, quoique, je ne suis pas sûr. Non, mais la religion n'est pas mon... Et là, c'est brillantissime. C'est vraiment... Moi, j'étais très, très touché par ce bouquin, quoi. Je veux dire, c'est un bouquin de réflexion. Si vous aimez Jean d'Ormesson, vous ne serez pas mais même... déçu. Oui, non, mais passez le hood, parce que quand on dit Jean d'Ormesson, on se dit, oh, l'Académie, les vieux, là. Non. Pas du tout. Il est beaucoup plus moderne que la plupart de nos jeunes brantouillons. L'invention de nos vies de Karine Thuil chez Grasset. Là, moi, je suis archi enthousiaste. Archi enthousiaste. Gérard. Vraiment, tu l'as pas lu?
Ah non, c'est pour lui, c'est des romans de filles, c'est ça? Un roman de filles. C'est des romans de dames. Oui, ça fait rien. Non, là, c'est pas vraiment une dame, parce que c'est l'histoire de Samir. C'est l'histoire d'un Samir, oui, de Sam Tar. Sam Tar. Mais il s'appelait Samir avant de s'appeler Sam. Mais Samir, il a un ami qui s'appelle Samuel et il va complètement usurper son identité parce qu'il s'est rendu compte que s'appelait Samir, il est musulman, il ne trouve pas de travail malgré tout le fait, c'est peut-être cliché, d'accord, oui. Malgré tous les diplômes qu'il a eu brillamment. Mais à côté de ça, notre Sam va trouver du boulot, être coopté par quelqu'un d'important en France, ouvrir un cabinet d'avocats en Amérique, se marier comme il faut avec une jeune fille juive, sauf qu'un jour, excusez-moi, ça va lui éclater à la figure, parce que le mensonge, ça paye, mais ça paye pas toujours, surtout quand ça fait boomerang. Et là, l'histoire rebondit complètement. Alors, ce que je trouvais de bien, c'est qu'à travers Samir, Samuel, là au milieu, il y a une femme. J'en ai pas parlé volontairement au début, parce que cette femme en question, Nina, est une femme qui est très belle, qui a été amoureuse de l'un et de l'autre, et après, il y a eu bisbille entre les deux. Mais Karine Thuil s'est débrouillée pour nous faire un roman qui est plus que passionnant, qu'on ne lâche pas, et je dois dire qu'en discutant un petit peu avec des collègues libraires, c'est le roman, je pense, qui plaira à la gente féminine, désolée, de la fin de l'année. Voilà. Non, mais il est vraiment très très bon. Mais non, je suis de mauvaise foi là. Il y a une très bonne chute également, là, parce qu'il y a un retournement de situation qu'on n'attend pas du tout. Voilà. Karine Thuil, donc, chez Grasset. Gérard? Non, juste, on va en vitesse. Le Yasmina Khadra, Les anges meurent de nos blessures. Là, on ne va pas passer 3 heures là-dessus parce que tout le monde va en parler, mais c'est un des meilleurs Khadra. C'est aussi bon que le précédent. Je ne me souviens plus du nom du précédent, du titre, mais ça, c'est l'Algérie entre deux guerres qui est vraiment hyper reconstituée. C'est-à-dire qu'on s'y croit vraiment, on le sent, on entend les bruits, on a les couleurs, le soleil. Et puis l'histoire, elle est comme Khadra sait les faire. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. Et puis on devine tout ce que va devenir l'Algérie, ce que les gens ne veulent pas voir. Voilà, tous les prémices sont là, tout le drame est là. Et voilà, on va pas faire 2 heures là-dessus, mais vous pouvez y aller, c'est sans problème. C'est sans problème, sans problème. Un bon cru. Un bon cru. Ça, c'est un livre, pas que pour vous, La librairie de la pomme verte et autres lieux merveilleux. C'est aux éditions Les Arènes. Si vous aimez les librairies, ce sont des écrivains américains qui ont raconté chacun leur librairie. Alors, ça va du Texas en passant par le Maine, et chacun rencontre sa première rencontre avec une librairie et puis après sa librairie préférée. Donc c'est à la fois une manière de voyager. Ils ont du mérite parce qu'il y a moins de librairies maintenant en Amérique. Oui, de moins en moins, absolument. Et puis moi j'ai aimé aussi, alors j'ai que des livres avec des images, la compile de Soledad. Vous savez, Soledad, on la retrouve dans Elle, mais au-delà de ça, c'est donc son dessin, son graphisme. Et puis c'est des choses, je pense, où alors là pour le coup c'est effectivement plus féminin et les femmes vont se retrouver. C'est-à-dire pourquoi ne peut-on pas être Gisèle Bündchen, c'est-à-dire vous le saurez en voyant La Chute, c'est-à-dire qu'elle vit en maillot de bain toute la journée. Voilà. Pas nous. C'est très bien. Voilà, écoutez, c'est fini déjà. Vous retrouverez là les références de tous ces livres sur le site internet MyTF1 News et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous les deux. Tout de suite, le journal. Merci. Parfait.